Alors le titre est sur l'écran, c'est modéliser le transport aérien de demain. Donc il y a pas mal de mots-clés, je pense que ça va être assez intéressant. Alors du coup je me présente, mais en fait je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. Donc Ludovic Détembre, je suis le chef de la subdivision mathématiques à l'ENAC et je suis également enseignant-chercheur en mathématiques dans le domaine des probabilités, statistiques et processus stochastiques. Donc je connais pas mal la partie modélisation et travailler en ENAC, le transport aérien. Par contre, ce qui va se passer demain, ça, j'en sais rien. Du coup, laissez-moi vous présenter donc, les intervenants de cette table ronde. Donc, dans un ordre qui est complètement aléatoire, mais presque. Donc, Thierry Druot, donc ingénieur chez Airbus. Je reviendrai un petit peu plus tard sur toutes ses compétences et ses spécialités. Donc, Daniel Delahaye, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous aussi, enseignant-chercheur en optimisation à l'ENAC. Frédéric Barbaresco, donc, qui est ingénieur chez Thales. Et enfin, en bout de table, alors je suis désolé, mais donc c'est censé être une table ronde, donc la table, comme vous voyez, n'est pas vraiment ronde. Et en plus, elle n'est pas paritaire. Donc tant pis. Mais je suis sûr qu'Estelle Malavolti représentera le clan féminin avec grande fierté. Donc qui est enseignante-chercheur en économie à l'ENAC. Et donc avant de commencer, je vous propose d'avoir une courte présentation de l'ENAC par Mathie Gonon. Non, tu veux pas la faire, Mathie? Si. Donc notre directeur des études et de la recherche à l'ENAC. Mathie. Merci Ludovic. Bon, je ne serai pas très long, j'ai juste quelques mots à vous dire donc, pour lancer cette table ronde. Donc déjà, je souhaiterais évidemment remercier nos invités externes de s'être rendus disponibles pour cette table ronde, et puis je voudrais aussi remercier les personnes de l'ENAC qui assistent et qui participent à cette table ronde. Je voudrais également mentionner effectivement que nous avons la chance d'avoir quand même quelques élèves dans cet amphithéâtre ce soir. Alors si je devais tracer en quelques mots la spécificité de l'École nationale de l'aviation civile, je dirais que l'ENAC est l'école de la formation aux métiers qui permettent d'imaginer, de spécifier, de concevoir et au final d'opérer l'ensemble du système, de ces systèmes du transport aérien qui, tel un environnement protecteur, permettra à un passager, à une marchandise, à un bien, d'être transporté par voie aérienne d'un point A à un point B en toute sécurité. Nous, l'ENAC, délivrons ainsi des formations de haut niveau en ingénierie du système et de ses sous-systèmes. Infrastructure de navigation aérienne, systèmes embarqués, systèmes de l'interaction, sol-bord, bord-bord, sol-sol, interaction machine et des systèmes critiques, ingénierie des standards, de la certification, de la conformité, mais aussi ingénierie des opérations aériennes, de la surveillance, de la sécurité et de la sûreté. Alors l'ENAC, évidemment, bien connu aussi pour ses formations de pilotes, de contrôleurs aériens, évidemment, et nous formons ces personnels. La recherche à l'ENAC joue un rôle clé dans la qualité de nos formations. Elle est essentiellement de nature appliquée, orientée par les problèmes issus de ce domaine du transport aérien. Elle est pluridisciplinaire. Notre laboratoire à l'ENAC est composé principalement de 4 équipes de recherche, de 5 programmes transverses et de 2 plateformes technologiques d'envergure internationale. Alors ce système de transport aérien dont j'ai parlé il y a quelques instants, eh bien c'est l'un des systèmes les plus complexes jamais créés par l'homme. Du fait déjà de la complexité de chacune de ses composantes, mais aussi de la complexité de leurs interactions et de leur intrication. Et, dernier élément, mais pas le moindre, du très faible niveau de risque toléré et tolérable. Alors, dans un monde où les échanges de biens et de personnes répondent à des attentes et à des impératifs de plus en plus forts, des différents acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, usagers, le transport aérien est appelé à évoluer à très court terme, à connaître des ruptures technologiques radicales vers encore plus d'efficacité, de rapidité, de sécurité, de performance environnementale et aussi de durabilité. J'en arrive donc au sujet de ce soir. Dans ce monde que je viens de décrire, les mathématiques, oui, mais pour quoi faire exactement ?
On conçoit parfaitement que les mathématiques soient massivement à l'œuvre dans ce système, que ce soit, par exemple, pour calculer une estimée d'arrivée ou le séquencement d'avions sur une zone aéroportuaire. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nos invités vous parleront de modélisation, d'optimisation, de probabilité, de statistiques, de géométrie, d'économie. J'arrête là. Ils vous convaincront mieux que moi de l'importance des mathématiques dans le monde du transport aérien. Madame Volti et messieurs, c'est à vous. Je vous remercie. Donc merci Mathie. Du coup, je vais prendre. Oui, ne fonctionne pas. Il faut le mettre en dessous. Ça marche, ça fonctionne, super. Alors du coup, j'ai mes fiches, comme Michel Drucker. Donc, Mathie l'a expliqué, effectivement, donc c'est un système très très complexe, le transport aérien. On est passé en gros de quelques millions de passagers dans les années 50 à 3,3 milliards en 2014, et on dit qu'on sera à 6 milliards en 2030. Donc autant dire qu'il va falloir essayer d'absorber ce flux de passagers. Donc en gros, comment il va falloir faire face à cette croissance, donc sachant que le système est, comme l'a dit Mathie, très très complexe, que ce soit l'avion, l'aéroport, les compagnies aériennes, donc, sachant que chacune de ces entités-là, on arrive à faire des choses, on arrive à modéliser, mais on a toujours du mal à prendre le problème dans sa globalité. Du coup, je vais essayer, donc, pour cette table ronde, de faire en 3 parties. Alors on ne pourra pas s'occuper de tout le système du transport aérien. Évidemment, le temps qui nous est imparti est trop faible. Donc on va essayer de faire 3 parties pour essayer d'être assez cohérent. Une partie sur l'avion, une partie sur l'aéroport et une partie après plus générale et qui ouvrira aux questions du public sur le système du transport aérien. Donc du coup, quand on parle d'avion, donc je m'adresse, comme je vous ai dit, ce sera l'ordre qui n'est pas vraiment aléatoire. Donc je vais commencer par Thierry Druot. Donc vous êtes expert de la conception avion chez Airbus. Vous êtes capable en gros de concevoir un avion en fonction des exigences, qu'elles soient opérationnelles, réglementaires ou encore économiques, et vous êtes capable d'optimiser les performances de ces avions. Sachant que ces exigences vont changer dans le futur, puisqu'il va falloir prendre en compte ces capacités qui vont être de plus en plus importantes. Alors sans dévoiler des secrets de conception, parce que voilà, on va pas tout dire ce soir, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous allez prendre en compte ces exigences dans la conception et en gros à quoi peut ressembler l'avion du futur s'il existe? Vaste question. Oui, vaste question, en effet, elle est très délicate, elle porte sur le futur. Pour designer, alors je m'excuse d'avance, je vais utiliser parfois un mélange de français et d'anglais. C'est un peu le problème d'Airbus. L'anglais est la langue officielle et donc on a coutume de mélanger un peu les deux langues. Donc pour designer un avion, on utilise beaucoup de modèles, puisque c'est le thème de la journée et puis il est tout à fait pertinent. Et on utilise donc ces simulations pour optimiser les configurations de l'avion. Alors, au départ, l'avion est un dispositif extrêmement complexe. M. Mathie a parlé du système de transport aérien comme du système le plus complexe qu'on ait pu créer à ce jour. L'avion, c'est probablement l'objet technique l'un des plus complexes qu'on ait pu créer à ce jour, peut-être un peu en dessous de la centrale nucléaire, mais la complexité n'est pas réellement identique, n'est pas exactement de la même nature.
Donc c'est des milliers de degrés de liberté en termes de l'optimisation, des centaines de milliers même, et plusieurs disciplines en concurrence, l'aérodynamique, les structures, les systèmes, etc. etc. Donc pour y voir clair, on peut essayer de structurer l'approche en disant globalement c'est une multitude de problèmes d'optimisation qui s'imbriquent, qui doivent se parler entre eux pour aboutir à un optimum qu'on espère aussi bon que possible, mais qui est forcément un compromis. Et donc, pour tout problème d'optimisation, on a une boîte qui va relier des entrées, ce sont nos paramètres de dimensionnement, de design, à nos sorties qui sont les critères d'optimisation, ça va être le coût, la masse, etc. ou aussi des contraintes sur lesquelles s'appliquent des grandeurs sur lesquelles s'appliquent des contraintes. Et donc ça se décline, je dirais pas à l'infini, parce qu'on est dans un monde fini, mais dans toutes les disciplines, que ce soit l'aérodynamique, etc. Donc c'est une approche générique. Pour introduire de nouvelles exigences, de nouvelles contraintes, il va d'abord falloir les modéliser. Et pour les modéliser, il va falloir sortir les leviers de ces nouvelles contraintes, exigences, et puis les critères sur lesquels on va pouvoir optimiser. Alors, qu'est-ce qui va changer dans le futur ? Je dirais, il y a d'abord les voies traditionnelles, donc toujours plus de performance. En gros, les avions gagnent, on va dire, 15% tous les 10 ans en performance économique, bloc fuel, carburant consommé, etc. Toujours plus de fiabilité. Même si nos avions atteignent couramment 98%, voire dépassent 99%, le 1% qui reste, sur une flotte de 100 avions, ça demande à une compagnie, par exemple, d'acheter 3 avions supplémentaires, ne serait-ce que pour couvrir les pannes, le petit pourcent qui reste. Donc les compagnies vont nous demander 99,99% de fiabilité. Et ça, c'est une courbe asymptotique, c'est le dernier combat qu'il va falloir gagner, et il est forcément très dur. Donc ça, c'est les canaux traditionnels. Ensuite, il y a d'autres aspects qui se développent, en particulier l'augmentation du nombre d'avions. Le trafic aérien est supposé doubler dans les 15 ans qui vont suivre. Or, on sait déjà qu'il y a des plateformes aéroportuaires qui sont à saturation, des secteurs aéronautiques qui sont presque saturés, donc il va falloir trouver des solutions. Il y a aussi la nature des aéronefs qui va changer, avec peut-être des drones, mais peut-être aussi des avions à pilotage cybernétique, on va dire. Et il va y avoir encore des avions avec des pilotages humains, bien sûr. Et il va falloir que tout ça coopère. Donc c'est un très grand défi en termes de gestion du trafic aérien et de partage de l'espace aérien, et puis de coopération entre des équipages informatisés et des équipages humains. Ensuite, il y a une évolution aussi au niveau de l'ensemble des données disponibles. Je crois que le mot Big Data a déjà été prononcé par M. Maty. Effectivement, on est face à un énorme afflux de données. On va pouvoir monitorer le comportement individuel de tous les avions qu'un constructeur va émettre sur le marché. Et il va falloir faire quelque chose de cette information. Alors bien sûr, on a des idées, mais le défi est immense. Alors comment relever tout? Alors j'ai cité ces 4 principaux, mais on pourrait en décliner d'autres. Comment relever ce défi? D'abord, il y a des domaines qui sont traditionnellement très liés, des domaines scientifiques, des universités, des centres de recherche qui travaillent beaucoup sur l'aéronautique. C'est un domaine qui est très intéressant, évidemment. Et donc, il y a beaucoup de développements qui sont faits pour améliorer les méthodes d'optimisation de façon à coupler un maximum d'effets. Et donc, aller chercher des optima, qui ne sont plus une collection d'optima
obtenus localement sur chacune des disciplines ou chacun des sous-composants de l'avion, mais qui sont des optima obtenus plus globalement en mettant en concurrence, dans le sens mathématique du terme, toutes les sous-composants de l'avion et toutes les disciplines concernées. Alors je citerai juste un exemple. Si on veut vraiment réduire drastiquement la masse d'une aile d'avion, on peut aller chercher des matériaux extrêmement sophistiqués comme des matériaux composites avec des drapages très subtils, etc. Mais au final, ça va revenir à réduire la masse de structure. Et la conséquence, c'est qu'on va se retrouver avec une voilure forcément plus souple. Malgré tout, c'est la voilure qui porte l'avion, donc elle va se déformer. Et on se retrouve avec un couplage aérostructure extrêmement fort qu'il va falloir gérer, apprivoiser. C'est qu'un exemple. Après, il y a aussi la MDO, Multidisciplinary Optimization. Bon, c'est un domaine qui a été extrêmement prolifique il y a quelques années, qu'il est toujours. On a eu l'impression que ça marquait un petit temps d'arrêt parce que quelque part la puissance informatique n'était pas là, ou en tout cas tardait à venir, mais maintenant elle est là. Et donc, il se pourrait qu'on puisse faire vraiment, dans un futur proche, de la multidisciplinaire optimization avec des méthodes haute fidélité, basées sur des approches Navier-Stokes ou autres. Donc ça, c'est un vrai challenge aussi. Et puis, il y a cet afflux massif de données qu'on peut, on peut avoir des idées, hein, mais disons qu'il va falloir, par exemple dans le domaine de la maintenance, il y a des coopérations très fructueuses qui sont faites pour améliorer la façon dont on maintient les avions. Voilà, alors quel sera l'avion de demain? Je crois que c'était la dernière partie de la question, mais j'ai peur de dépasser un peu mon timing. Une minute. Allez. Une minute, allez. Donc, il est possible qu'il soit assez proche en termes de forme extérieure de l'avion actuel, parce que l'avion actuel est quand même extrêmement efficace. C'est le produit d'une sélection génétique, on va dire, qui a un siècle d'existence. Hein. Donc ce qui va changer à l'intérieur de l'avion, c'est surtout plus de systèmes, plus de connectivité, avec des défis liés à la sécurité de l'information. Par contre, il se pourrait que l'avion soit différent en termes de configuration. On pourrait penser par exemple à une aile volante, pourquoi pas. Et l'aile volante, je finirai là-dessus, c'est un super sujet d'ingénieur, parce que toutes les fonctions, les 4 principales fonctions de l'avion, le transport, la portance, la propulsion et le contrôle, sont regroupées dans un seul volume, un seul corps, et donc elles deviennent en concurrence d'espace à l'intérieur de ce volume. Et donc là, on voit apparaître une multitude de couplages forts qu'on n'avait pas avec une configuration classique du genre fuselage-voilure. Et donc, d'où un gros défi pour l'optimisation. Alors, je sais qu'il y a dans l'assistance des optimisateurs. Nous avons besoin de vous. Alors du coup, en termes d'optimisateur, on a un optimiseur, optimitionniste, je ne sais pas trop comment on dit, mais on en a juste un à côté de vous. Optimiste, voilà. Donc, du coup, quand on parle d'avion, donc on parle aussi de cette trajectoire. C'est presque obligatoire. Donc, qui actuellement suivent un plan de vol avec des couloirs bien déterminés. Par exemple, pour faire un Paris-Toulouse, Toulouse-Paris, on n'a pas le droit d'aller tout droit. On est obligé de suivre certains couloirs. Alors, du coup, les travaux actuels et futurs parlent de route directe 4D. Donc 4 dimensions, l'idée étant d'optimiser bien sûr le temps et la distance parcourue. Donc Daniel, vos travaux de recherche en optimisation font de vous forcément un interlocuteur privilégié pour cette question, pour la question que je vais poser. Donc vous modélisez ces routes en utilisant des objets mathématiques en espace de dimension infinie. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à l'auditoire, du coup, les difficultés liées à ce type d'optimisation et si théoriquement les routes directes 4D sont bénéfiques, est-ce qu'on peut réellement mettre ça en place dans le système français, voire européen? Alors, moi je poursuis sur ce que dit Thierry. Une fois que l'avion a été fabriqué, il faut le faire voler.
fait, la problématique du sol, parce que j'ai abordé cette problématique qui est la nôtre, c'est de faire passer ces avions dans un espace aérien qui est contraint. Donc la problématique, c'est que les avions sont au même endroit, au même moment. Le rôle des contrôleurs aériens, c'est de séparer ces avions. Et donc pourquoi des routes directes? On pourrait se dire depuis le GPS que les avions pourraient faire des routes directes. Ils le peuvent. En fait, on garde des routes pour structurer le trafic pour les contrôleurs aériens. On garde ces routes-là parce que si on met des routes directes, les contrôleurs ne peuvent plus gérer. Et en fait, le goulot d'étranglement, en tout cas pour les espaces aériens européens et américains, est et un peu à l'ouest maintenant, ce ne sont pas les aéroports, on a aussi des problèmes d'aéroports, c'est la congestion en route. C'est-à-dire qu'un contrôleur ne peut pas gérer un nombre d'avions illimité. Donc les compagnies aériennes, comme vous le disiez, cherchent justement à aller sur des routes directes pour des questions d'efficacité kérosène. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de la consommation d'un avion, mais un 380, quand on fait le plein, je peux chauffer ma maison pendant 3 siècles. Donc ça donne une idée, et c'est un coût très fort pour la compagnie aérienne. Alors je vais revenir sur les aspects mathématiques, parce que c'est la semaine des mathématiques, donc sans vous perdre dans les aspects équations, mais moi je suis un optimiseur, donc je cherche à optimiser des choses. Et une bonne image que je donne à mes enfants, mes étudiants, mais c'est un peu le cas, c'est quand on cherche à optimiser, c'est rechercher le sommet le plus élevé dans un relief, par exemple les Pyrénées. On le conçoit bien. On est à 2 dimensions, on peut aller latitude, longitude ou nord-sud. Et on cherche le point le plus haut, celui qui a la meilleure performance. Pour un ensemble de trajectoires, on va chercher à minimiser la congestion d'espace aérien pour passer plus d'avions. On va y revenir peut-être après. Maintenant, si je vous parle de trajectoire, c'est un objet de dimension infinie. Alors qu'est-ce que c'est? Une comparaison que je donne souvent aux étudiants pour vous montrer un peu la difficulté d'objet, c'est les distances. Une distance entre 2 points dans un espace vectoriel, 2D, un point là, un autre point. Vous connaissez tous les distances, par exemple les distances euclidiennes. Et bien si on change ces objets maintenant, on parle d'objets de dimension infinie, 2 trajectoires, chercher une distance c'est beaucoup plus difficile. Ça c'est une problématique qui nous a... Alors qu'est-ce qu'on fait en général? Donc on a ce problème d'optimisation, on cherche à optimiser des trajectoires. Donc qu'est-ce que faisaient les gens avant? Ce que font les pilotes, on a des trajectoires qui sont segmentées. Là, vous avez 2 points, il suffit de 2 points, vous avez une redondance énorme. Par contre, si vous faites une trajectoire un peu courte, pour la modéliser, c'est beaucoup plus délicat. Donc ce qu'on fait, on réduit la dimension, donc il y a des principes de réduction de dimension, qui nous permettent de piloter des paramètres de contrôle afin d'optimiser une trajectoire. Alors l'avenir, je reviens, donc c'est un petit peu en route directe, quand vous avez des avions, donc les Américains le font depuis des années, lorsque vous avez 2 routes aériennes qui se croisent, le bon sens c'est de les structurer, c'est-à-dire on va structurer en temps. Un avion passe, un autre. Un avion passe, un autre. Le contrôleur a juste à vérifier que les avions sont sur la route au bon moment et théoriquement il n'y a pas à gérer de conflit. L'approche de César, c'est un peu ça. En fait, c'est partir du 4D, c'est-à-dire que l'avion, il va suivre une route, mais on veut le forcer en 4D. Alors, la difficulté de ça, nous on l'avait expérimenté, on peut planifier le trafic en 4D sur l'Europe, 32 000 trajectoires. Donc, il y a énormément de combinatoires au niveau mathématique, c'est assez important. Mais on arrive à trouver des solutions où chaque avion est sur une bulle de 3 minutes et il passe sur l'Europe. Et là, Thierry pourrait le confirmer, ce qui gêne ce concept 4D de porte à porte, donc c'est-à-dire que chaque avion, s'il reste sur sa bulle 4D de 3 minutes, il est séparé des autres, il n'y a aucun souci. Le seul souci vient du réacteur. C'est-à-dire que pour tenir sa bulle 4D, l'avion va accélérer, ralentir, accélérer pour rester dans le contrat 4D gate to gate. Et le problème, si on fait ça, et la durée de vie du réacteur n'est plus de 40 ans, elle va descendre à 15 ans. Donc c'est une problématique pour ce genre de choses. Voilà. Donc on va en parler après si vous voulez. Okay. Merci. Alors du coup, on a une bonne idée de l'avion de demain et de pourquoi finalement les trajectoires 4D sont bénéfiques, mais finalement pas maximum au niveau du bénéfice. Du coup, je vais passer à un autre thème pour qu'on puisse un peu tout faire. Je vais plus aborder le thème de l'aéroport.
Donc, Frédéric Barbaresco, donc vous êtes en charge de la coordination des activités. Donc recherche et technologie sur les thèmes. Alors, moi aussi je vais faire un petit mélange puisque chez Thales je pense que c'est comme chez Airbus, c'est-à-dire qu'on mélange un peu on fait du franglais, on mélange le français et l'anglais. Donc du coup sur les thèmes Processing, Cognition and Control de l'unité donc Thales Land and Air Systems. Du coup alors vous êtes lauréat du prix Aimé Poisson 2014 de l'Académie des Sciences. Ce qui est important c'est que du coup ce prix est décerné à l'application des sciences à l'industrie, donc vous êtes vraiment proche en tant qu'industriel des sciences, donc ça c'est pour ça je pense que vous allez avoir pas mal de choses intéressantes aussi à nous dire. Donc vous pilotez depuis plus de 15 ans maintenant des études relatives aux senseurs. Alors senseurs, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, donc les senseurs, on pourrait dire des capteurs, mais c'est peut-être un peu réducteur, les capteurs, donc des senseurs pour aéroports, et aux systèmes liés au séquencement et à la gestion des séparations liées au risque tourbillon de sillage. Donc tourbillon de sillage lorsqu'on décolle et qu'on atterrit, en tout cas tout ce qui est le sillage derrière l'avion et qui permet de savoir si on a le droit finalement de faire atterrir des avions toutes les 10 secondes. C'est clairement pas possible. Donc dans un futur proche, les aéroports auront besoin d'augmenter leur capacité, que ce soit au décollage et à l'atterrissage, via notamment la mise en place de plusieurs types de procédures, donc que ce soit les procédures RECAT, donc c'est très technique, excusez-moi, mais recatégorisation des distances de séparation du tourbillon de sillage, et les procédures TBS, Time Based Separation. Donc cette gestion finalement plus précise des risques liés au tourbillon de sillage permet-elle réellement d'augmenter du coup de manière significative ses capacités? Alors je vous ai posé cette question et vous aviez amené une petite vidéo. On peut la passer? Oui, je peux la commenter. Oui, donc elle a commenté. C'est une vidéo qui dure 4 minutes, mais du coup, M. Barbaresco la commentera Oui, donc comme elle a été présentée, un des goulots d'étranglement actuellement du trafic, c'est aussi l'aéroport. Et une des limitations, c'est les séparations entre avions. Donc pour augmenter la capacité, il faut, vous avez dû sans doute voir des avions en approche à Toulouse ou à Paris, vous les voyez à la queue leu. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter la capacité de la piste. Et pour ce faire, on va essayer de réduire les distances de sécurité entre les avions qui avaient été établies dans les années 70 pour prendre en compte le risque des tourbillons de sillage. Donc ce sont 2 tourbillons qui sont créés derrière l'avion et on étudie les lois de décroissance de ces tourbillons pour pouvoir optimiser les séparations, tout en conservant un niveau de sécurité qui permet la sécurité des pilotes. Donc l'Europe a financé, et les États-Unis depuis plus de 15 ans maintenant, beaucoup d'études autour des tourbillons de sillage, en particulier dans la modélisation des tourbillons de sillage, et aussi par des essais sur site, sur les aéroports américains et européens, pour mesurer le comportement de ces tourbillons de sillage. Donc en particulier pour la 380, qui est dans une catégorie particulière en termes de génération de tourbillons de sillage. Et puis un sujet connexe qui est le séquencement des avions, puisque les distances relatives de séparation dépendant des catégories d'avions, il y a un séquencement optimal qui maximise la capacité de l'aéroport. Alors, le comportement des tourbillons de sillage dépend aussi des conditions météorologiques, du vent, vent de travers qui va chasser les tourbillons de sillage, ou la turbulence de l'atmosphère qui va casser les tourbillons de sillage. Donc dans l'évolution des procédures, on tiendra compte à terme des conditions météorologiques. Donc il y a eu un programme lancé au niveau des procédures qui s'appelle RICAT, recatégorisation des séparations entre avions. Et Charles de Gaulle a déployé en avril dernier RICAT 1. Donc on voit ici un calcul dynamique des séparations entre avions.
Il y a eu des expérimentations par simulation dans le programme César avec Eurocontrol, où on a développé un système de chevrons qui indique au contrôleur les séparations optimales à appliquer entre avions. Et la procédure RICAT a été déployée à Charles de Gaulle. Ici, on voit des simulations qui ont été faites par l'Université catholique de Louvain sur le comportement des tourbillons de sillage. On a aussi également besoin de senseurs. Donc dans César, on a utilisé les senseurs LIDAR et radar. Actuellement, vous avez à Charles de Gaulle un senseur LIDAR qui mesure les tourbillons de sillage pour s'assurer de la sécurité du déploiement de la procédure RICAT. Donc là, il y a beaucoup de mathématiques sur la modélisation de la mécanique des fluides liés aux équations de Navier du comportement des tourbillons de sillage, donc différents laboratoires, l'ONERA, l'Université catholique de Louvain. Et puis toute une approche système sur l'optimisation de la séparation et du séquencement. Donc là, on a travaillé avec les laboratoires de Thales Recherche et Technologie, en particulier pour optimiser le séquencement de l'arrival manager, donc la gestion des arrivées. Donc comme les distances de séparation dépendent de l'avion qui est leader et de l'avion qui est suiveur, vous avez un séquencement optimal. Si vous avez un A380, un A320, un A380, un A320, comme la distance de sécurité derrière un A320 est plus importante, vous allez avoir une séquence très très longue, alors que si vous regroupez les gros porteurs les uns derrière les autres, les distances de séparation sont plus courtes et on peut trouver comme ça une séquence optimale. Alors bien entendu, c'est un problème d'optimisation sous contrainte parce que chaque avion a ses fenêtres temporelles d'arrivée. Donc mes collègues de Thales Recherche Technologie ont utilisé des algorithmes évolués d'optimisation pour optimiser ce séquencement. Actuellement, on travaille donc sur RICAT 2 et RICAT 3. Donc RICAT 2, ça sera de la séparation. Alors, juste pour rappeler l'historique. Donc, avant, il y avait les séparations ICAO avec les petits, moyens, gros, et puis une catégorie qui a été créée pour la 380. Et on est passé à RICAT 1 où il y a 6 catégories d'avions. Majoritairement, c'est la catégorie moyenne qui a été coupée en plusieurs morceaux. Donc là, Charles de Gaulle vient de déployer cette RICAT 1 à Charles de Gaulle avec des résultats en capacité qui ont été présentés dernièrement. Et on prépare RICAT 2 qui va être une séparation par paire d'avions. Donc là, on va regarder vraiment de façon plus fine les catégories d'avions. Donc il y a une centaine de catégories d'avions. Donc là, on a une grosse matrice 100 et il y aura une séparation dynamique. Donc là, on comprend rapidement que le contrôleur sera plus à même de sélectionner, de réguler la vitesse de l'avion pour avoir ces séparations sur une matrice 100. Donc il va y avoir en place des systèmes d'automatisation. Donc on voyait là les idées de chevrons qui permettent de visualiser au contrôleur la distance de sécurité de façon dynamique. Et cette distance évolue le long du glide de descente parce que vous avez un effet de compression comme les avions, la vitesse des avions diminue en fait. À l'entrée, si vous voulez 3 nautiques en finale, il vous faut plus à l'entrée du glide de descente. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place 2 chevrons, un chevron cible pour la séparation finale et un chevron qui est un chevron temps réel qui donne la séparation instantanée. Alors on a très bien fait notre travail que on a déjà identifié, que ce soit la FA ou Eurocontrol, que RICAT 2, on va avoir un problème sur le temps d'occupation de piste. Donc on a tellement serré les avions que ce qui va bloquer dans certains cas, c'est le temps d'occupation de piste. Donc on travaille un sujet dans le nouveau programme César, c'est la prédiction de ce qu'on appelle le ROT, le Runway Occupancy Time, qui est important à différents niveaux. Donc justement,
pour RICAT 2, il faudra prendre le maximum entre la séparation wake vortex des tourbillons de sillage et la séparation liée au temps d'occupation de piste. Mais cette information de Runway Occupancy Time intervient aussi dans l'Arrival Manager qui prend en compte cette information et qu'on pourrait rendre beaucoup plus dynamique aussi pour construire des séquences plus optimales. Et puis un dernier étage de la fusée qui pourrait être l'utilisation de procédures point merge qui donnerait plus de degrés de liberté pour construire ces séquencements optimaux. Donc dans le programme César, il y a un programme, une partie de César qui est le programme 2 qui est sur le Runway Throughput Optimization qui va adresser ces problèmes de RICAT 2, RICAT 3. Alors RICAT 3, ça sera la prise en compte de la météo. Donc le vent de travers transporte les tourbillons de sillage. Donc lorsque vous avez beaucoup de vent de travers, vous pouvez réduire les distances de sécurité. Et la turbulence de l'atmosphère aussi casse naturellement les turbulences de sillage et on peut aussi réduire. Et puis en parallèle, il y a une autre procédure qui a été étudiée qui s'appelle TBS, Time Based Separation, qui a été déployée sur l'aéroport d'Israël. Donc à Israël, ils avaient un problème de capacité parce qu'ils avaient beaucoup de vent de face et donc comme ils séparaient les avions en distance, lorsqu'ils avaient beaucoup de vent de face, ils perdaient en capacité. Donc ils ont rajouté une séparation en temps et plus en distance, mais il fallait vérifier que c'était safe relativement aux tourbillons de sillage. Donc maintenant, ces deux procédures sont un peu liées, RICAT et DBS, et vont être déployées largement en Europe, et ça intéresse d'autres continents, à Hong Kong, en Chine, en Australie. Ce sujet est un sujet d'intérêt pour tous les aéroports, et aussi aux États-Unis, où maintenant RICAT 1 doit être déployé sur plus de 15-20 aéroports aux États-Unis. Ok, merci. Alors du coup, donc ça c'est la partie aéroport, runway management comme on dit. Et là, si on va un peu plus loin dans le côté aéroport, donc là ça va être une question forcément plus économique pour Estelle Malavolti. Donc les décisions en fait qui sont prises dans le système du transport aérien et notamment justement au niveau des aéroports sont prises en tenant compte de l'impact économique sur la structure de ces décisions. Alors par exemple, quand il prend la décision d'investir dans l'allongement d'une piste, un aéroport va prendre en compte les estimations de demande des passagers, de cargo, des compagnies aériennes, enfin un petit peu tout ce qui est autour. Alors du coup, Estelle Malavolti, en tant qu'économiste, vous êtes une spécialiste de la modélisation mathématique des problèmes économiques du transport aérien. Alors, vos domaines actuels de recherche, comme la théorie des graphes et la politique de la concurrence, permettent de mieux comprendre l'importance de tel ou tel aéroport. Alors, par exemple, aux États-Unis, les aéroports sont les entités fédérales. En France, ils sont privés, mais par contre de gestion privée ou publique. Alors, ma question, pas polémique, mais j'espère, doit-on privatiser l'ensemble des aéroports français et quel peut être finalement l'impact sur le trafic européen ? Merci. Alors, effectivement, moi je suis économiste. L'utilisation des mathématiques, ça fait partie effectivement de ma recherche. Je me pose vraiment comme utilisatrice de ces modèles mathématiques. Ils sont effectivement très simplifiés par rapport à ce que vous avez entendu là. C'est moins l'aspect technique qui est mis en avant et beaucoup plus le côté abstraction et représentation simplifiée de la réalité. C'est aussi important pour arriver à prendre en compte un certain nombre de phénomènes et de problèmes économiques notamment, puisque ça fait partie d'un certain nombre de décisions qui sont prises, décisions d'investissement ou décisions même à moyen terme de prix par exemple, de fixation de prix ou d'évolution de redevances aéronautiques quand il s'agit des aéroports. Moi, je vais décrire un petit peu l'évolution du rôle des aéroports dans une perspective un peu historique. Effectivement, les aéroports, par rapport au système transport aérien, deviennent de plus en plus des acteurs incontournables et des acteurs à part entière. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de la privatisation. Ces aéroports, maintenant, ne sont plus simplement des plateformes techniques qui permettent l'atterrissage et le décollage et de gérer les passagers pour les amener jusque dans l'avion ou les sortir de l'avion. Ce sont des entités qui ont des visées stratégiques
par rapport à recevoir tel ou tel trafic, augmenter leur trafic ou non, recevoir telle ou telle compagnie aérienne au sein de leur plateforme. Par rapport à ça, simplement des chiffres, c'est ce que je peux apporter en tant qu'économiste également. Ils dégagent de plus en plus de profits, ces plateformes. Quand on parle des plateformes françaises, les plateformes de plus d'1 million de passagers par an dégagent entre 15 et 40% de marge, de taux de marge. Alors certes, le marché est limité, il est limité au nombre de passagers qu'on peut recevoir dans un aéroport, donc c'est un marché à taille finie. Mais nonobstant, pour vous donner un parallèle, les marges, le taux de marge pour les compagnies aériennes, c'est de l'ordre de 1 à 2%, sachant que l'an dernier, ça a été une très très bonne année, on est à 4%. Donc ces chiffres sont vraiment à mettre en regard. Je parle des plateformes françaises parce que j'ai ces chiffres qui sont calculés à partir des données de la DGAC, donc ce sont des chiffres fiables. Pour l'Europe, certaines études ont montré que c'était la même chose pour les plateformes qui étaient au-delà de 1 million de passagers. Elles étaient non seulement profitables, mais avec des marges assez confortables. Par ailleurs, ce qu'il faut signaler, c'est l'évolution du métier de l'aéroport. Donc l'aéroport, c'est plus seulement gérer le bagage, et les passagers, les amener en sécurité jusque dans l'avion. C'est aussi gérer l'environnement du passager juste avant de prendre l'avion. Et à partir de là apparaissent les activités commerciales et tous les services qui peuvent être associés et proposés aux passagers. Il faut savoir que ces services commerciaux prennent de plus en plus d'ampleur. Si je prends les plateformes de Francfort Airport et de Paris Aéroport, ça représente 60% des profits de la plateforme, ces profits commerciaux. Les autres profits provenant bien sûr des activités aéronautiques. Autrement dit, le cœur de métier de l'aéroport ne lui rapporte plus le plus de profits. Donc c'est une réelle évolution et c'est aussi la raison pour laquelle ça devient des acteurs stratégiques, quoi. Et donc tous les investissements qui vont se poser, on va se poser la question d'agrandir la route, la runway, la piste, mais on va d'agrandir le terminal, mais on va se la poser aussi par rapport aux recettes commerciales qu'on va pouvoir faire par la suite, puisque c'est ce qui va ramener le plus de profit au sein de la plateforme. Donc, fort de ce constat, on peut se poser la question de la privatisation. Pas seulement, parce que c'est vrai que la privatisation, c'est aussi culturel. Ça dépend un peu des pays, des situations. La plupart du temps, on se dit que tant qu'on a suffisamment atteint d'activité au sein d'une entreprise, eh bien, il est temps de remettre ça au marché, même si on va pouvoir réguler, éventuellement intervenir éventuellement pour surveiller que tout se passe bien ou éviter des abus de position dominante qui pourraient survenir. Dans le cas de l'aéroport, la privatisation peut avoir lieu, mais du moment qu'elle est dans un cadre réglementé, c'est-à-dire que l'aéroport est en position de monopole naturel sur les activités aéronautiques. Les compagnies sont obligées d'atterrir dans cet aéroport-là et donc obligées de se plier aux tarifs qui sont proposés par cet aéroport. Donc, un régulateur, une autorité de régulation indépendante, depuis peu, elle est indépendante en France par exemple, sous recommandation de la Commission européenne, va réguler ces tarifs en imposant un prix plafond, donc un prix à ne pas dépasser pour les redevances aéronautiques. Et le grand débat à l'heure actuelle, c'est de savoir si on va inclure dans ce périmètre de régulation les profits qui sont réalisés sur le côté commercial. Et donc c'est là qu'intervient la modélisation mathématique, puisque il va falloir utiliser la modélisation mathématique pour pouvoir essayer de quantifier ces différents effets, recettes commerciales et recettes aéronautiques, les interactions entre les deux, et savoir que comment est-ce que j'arrive à modéliser le fait que je ne peux pas avoir de recettes commerciales si je n'ai pas de passagers dans mon aéroport, mais en même temps je suis intéressée aussi par le fait qu'ils passent du temps dans mon aéroport pour pouvoir avoir le temps d'acheter.
Et donc ça, les compagnies aériennes ne sont pas du tout contentes. On a bien vu, vous cherchez à optimiser le temps en l'air, optimiser le temps de roulage, optimiser le nombre d'avions que je peux faire atterrir, etc. Cette rapidité, les aéroports, c'est pas dit qu'elles y aient vraiment intérêt. Donc voilà tout le débat. Le débat économique, il est là parce qu'il est économique par essence, parce qu'on parle de profit dégagé d'un côté ou de l'autre des deux activités de l'aéroport. Et ce métier qui a évolué de l'aéroport pose de réelles questions. En termes de privatisation, et je termine là-dessus puisque c'était l'objet de la question également, sur la privatisation, on a un peu de tout. On a de tout au niveau européen, on a des plateformes privatisées, des plateformes publiques, des plateformes en gestion privée, en concession. On est les champions en France du partenariat public-privé. On adore ça. Depuis très longtemps, on sait ce qu'on fait, surtout pour les concessions de transport, pour assurer le service de transport, ça existe depuis très longtemps. Les études, des analyses statistiques économétriques, la mesure de l'économie, ça s'appelle l'économétrie. C'est spécifique à l'économie parce qu'on va mesurer des impacts de variables qu'on a déterminées comme étant pertinentes d'un point de vue économique pour expliquer une situation. Et ces travaux économétriques ont montré, par exemple, c'est Bell et Fageda qui l'ont montré en 2010, sur 100 plateformes aéroportuaires européennes qui ont été privatisées, qui ne sont pas régulées, puisque en dehors de la France, on n'a pas forcément cette régulation qui est mise en place. Eh bien, ils ont observé une hausse significative des redevances aéronautiques, c'est-à-dire du prix payé par les compagnies aériennes pour s'occuper des passagers au sein de l'aéroport. Donc il y a une influence et ce partage d'influence et cette influence-là, il faut la modéliser pour comprendre d'où elle vient et quels sont les paramètres qui influent sur ce résultat. D'accord, merci. Alors du coup, bon, on a une idée plus claire maintenant de comment essayer de gérer les capacités. Donc plus d'avions, plus de passagers dans les avions. Et finalement, bon, les aéroports au niveau économique, bon, sont pas si rassurés que ça. Donc bon, il faudra voir comment tout le monde arrivera à s'entendre. Donc du coup, je vais passer au dernier thème de cette table ronde. Le trafic aérien ou le système du transport aérien dans un petit peu plus dans sa globalité. Et donc je vais reboucler avec Thierry Druot. Donc du coup vous êtes donc expert de la conception avion, mais aussi votre expérience vous a fourni une grande connaissance des modèles du système du transport aérien et pas uniquement de l'avion. Alors du coup, selon vous, cette modélisation du monde opérationnel est-elle bien caractérisée par la communauté scientifique? Une question un peu compliquée, excusez-moi. Vaste question, en effet. Du fait de la complexité du système, c'est sûr, on ne peut pas être au courant de tout. Alors je ne résiste pas à la tentation de le détailler un peu. On a un peu de temps, oui. Je vais essayer d'aller vite. Le système du transport aérien, d'abord il y a les constructeurs de moteurs et les constructeurs d'avions, ce n'est pas les mêmes. Donc déjà, il y a une complexité à la base, c'est qu'il faut que ces deux fabricants industriels s'entendent pour fabriquer le moteur qui va bien sur l'avion. Ensuite, on en a entendu pas mal, hein. Donc il y a les aéroports, bien sûr, il y a le système de gestion du trafic aérien, il y a la certification, tous les organismes de régulation qui sont là pour assurer la sécurité. Il y a les compagnies aériennes, bien sûr, même si on a vu que ce n'est pas forcément celles qui tiraient la meilleure épingle du jeu. Il y a tous les organismes qui assurent la maintenance, y compris à l'extérieur, donc auprès des compagnies aériennes, mais aussi à l'intérieur des constructeurs, pour certifier les évolutions des avions, les modifications, etc. Il y a aussi tous les vendeurs de billets, et évidemment les passagers. Mais il y a aussi les villes qui permettent aux passagers d'accéder à l'aéroport et d'en partir. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Et donc il y a effectivement des modèles à tous les niveaux dans tous ces endroits. Alors, est-ce que la question, je suppose, c'est est-ce que le futur
est bien maillé. Est-ce qu'on a mis en place tout ce qu'il faut pour couvrir tout ce qui va se passer? Alors, il y a des domaines où traditionnellement, il y a de très bonnes relations entre l'industrie aéronautique et les milieux scientifiques. C'est le domaine de la conception. Et donc, j'ai déjà parlé de tous les développements qui se faisaient au niveau multidisciplinary optimization, etc. Donc, l'histoire de la MDO n'est pas finie. Je dirais même qu'elle ne fait que commencer. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Par exemple, la fabrication. La perspective de pouvoir utiliser de l'impression 3D métallique sur des pièces complexes, voire des pièces de structure qui travaillent fortement, laisse entrevoir la possibilité de définir des formes de pièces différentes, plus subtiles, qui ne seraient pas usinables avec des moyens classiques et qui seraient donc plus efficaces en termes de masse structurale que des pièces usinées. Et donc là, en termes d'optimisation topologique, il y a beaucoup de travail à faire. Et se coupler donc avec l'industrialisation des procédés d'impression 3D. Ensuite, il y a le problème de l'énergie. L'énergie à bord des avions, jusqu'à maintenant, ça a toujours été du fuel qui la fournissait, du kérosène. Ça pourrait être un peu plus électrique dans le futur. Mais chaque fois qu'on embarque de l'électrique, ça veut dire qu'on embarque des générateurs, des moteurs électriques, des batteries, des conducteurs qui chauffent. Donc on continue à rendre l'objet avion de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'interactions. Et là, ça pose aussi des problèmes de modélisation et d'optimisation, encore plus compliqués. Il y a le problème de l'empreinte environnementale. On est de plus en plus exigeant, et c'est normal, au niveau du respect de l'environnement. Donc vous savez que les avions, ça brûle beaucoup de carburant. Alors pas vraiment beaucoup moins par passager, par kilomètre qu'une voiture, moitié moins on va dire, mais ça en brûle beaucoup à la fois. Donc l'empreinte carbone de l'aéronautique, même si elle est que de 2-3% à l'heure actuelle, ceci dit, elle est équivalente à celle de tous les serveurs de données de la planète qui gèrent l'Internet, par exemple. C'est équivalent. Donc malgré tout, il y a quelque chose à faire. Donc comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone d'un avion? Donc intégrer de nouvelles technologies électriques, comment les dimensionner, comment conduire l'avion avec ces nouvelles technologies. Et aussi, en termes d'insertion dans le trafic, je vais ajouter encore une dimension de complexité au problème de Daniel, c'est éviter la formation des contrails, par exemple, des traînées de condensation que les avions lâchent derrière eux et qui modifient donc l'équilibre thermodynamique de la Terre. Ça veut dire qu'il faut voler aux endroits où le bilan hygrométrie, température ne permet pas la formation des contrails. Donc ça rajoute des contraintes supplémentaires en termes de gestion du trafic. Donc il va falloir le prendre en compte. Donc ça fait beaucoup de défis. Et alors pour finir, j'en rajoute un tout dernier, c'est que jusqu'à maintenant, on a conçu nos avions avec des modèles que je pourrais qualifier de génériques. C'est-à-dire qu'ils prenaient en charge l'avion, la représentation de l'avion, depuis les phases préliminaires du design jusqu'à la livraison. Et puis après, on s'en servait bien sûr pour les certifications de modification, etc. Mais maintenant, on voit apparaître la notion de digital twin, jumeaux digitaux de l'avion. Ça veut dire qu'on va pouvoir modéliser le vieillissement individuel de tous les avions émis, vendus par un constructeur. Donc ça fait énormément de données supplémentaires, énormément de modèles qui sont du coup individualisés. Comment les prendre en compte? Alors je n'en sais rien. Mais on va mettre d'éminents chercheurs et en tout cas ça veut dire que c'est ouvert et qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour que industriels et scientifiques arrivent à vraiment discuter. Il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Merci. Alors du coup, on a parlé tout à l'heure avec Daniel Delahaye des routes 4D. Je vais reparler un petit peu de ça parce que c'est important là dans une complexité un peu plus du trafic aérien. Une des applications donc de l'optimisation dans le domaine du trafic aérien,
c'est de réduire les conflits. Donc on a déjà parlé un petit peu de ça tout à l'heure, mais on a parlé de la charge du contrôleur, mais pas encore réellement des conflits. Alors du coup, les routes directes 4D dont on a déjà parlé, est-ce qu'elles peuvent le faire ? Réduire les conflits, parce qu'il y a d'un côté peut-être qu'on peut réduire les conflits, mais finalement si on augmente la charge du contrôleur, c'est pas forcément évident que le gain soit du gagnant-gagnant. Et du coup, alors de manière un peu plus générale, quels autres outils d'optimisation peut-on utiliser pour augmenter la capacité du trafic aérien ? Alors il y a des vieux serpents de mer qui sont des années 80. Alors, pour les plus anciens, ils s'en souviennent. Les grèves des contrôleurs sous Reagan, et les gens avaient imaginé déjà amener de l'automatisation, par exemple. C'était une solution envisagée. Alors le projet Area 3 de Reagan a injecté 2 milliards de dollars pour ça. Résultat, 0. Il y a un problème mathématique derrière déjà, parce que lorsque vous mettez un algorithme donc, de résolution automatique de conflit, donc qui permettrait de passer tout le trafic, eh bien vous avez à certifier l'algorithme. Donc le certifier, donc le prouver. Et aussi bête que ça puisse se paraître, eh bien depuis plus de 40 ans, hein, donc NASA en tête, ou MIT, des tas de laboratoires cherchent à automatiser cette tâche de contrôle. Et mathématiquement, on n'a pas la solution. Alors ça, c'était une voie qui n'a pas... Alors oui, juste pour préciser, pour un peu, on le fait bien avec le métro ou d'autres choses, mais le point dur, c'est de trouver une solution dans la vitesse de l'avion. Voilà. Si on arrivait à ralentir un avion, aller passer l'autre, ça marcherait. Mais on ne peut pas ralentir un avion si on le décroche. Alors après, il y a, moi je crois plus, comme je le disais au début, si on veut passer plus d'avions, parce que l'ordre de grandeur du nombre de vols chaque jour, c'est 100 000 sur le monde. Donc si on veut passer 200 000 d'ici quelques années, eh bien il va falloir restreindre la liberté des utilisateurs. C'est-à-dire que les Grecs le faisaient déjà, hein, la structuration par les routes est une source de capacité. Donc moi je crois plus à la structuration du trafic en vue de le décomplexifier que de l'automatiser comme on a essayé de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher à faire de l'automatisation, mais donc il y a une voie de gain de capacité. L'autre voie, c'est sans aller chercher l'automatisation pure, parce que moi je ne crois pas non plus, amener des outils d'aide aux contrôleurs qui permet de gérer plus d'avions. Donc de déléguer par exemple des conflits assez simples entre avions et laisser une charge limitée aux contrôleurs. Alors dans le passé, ce qu'on faisait dans les espaces aériens, eh bien, quand il y avait trop d'avions à un endroit, trop de charges, eh bien, on splittait, on faisait 2 secteurs et on prenait 2 équipes. On a atteint ce mur de la capacité dans les années 80 et au lieu de découper l'espace aérien, augmenter la capacité de l'espace aérien, on a commencé à réguler le trafic, ce qui a amené la CFMU. Alors c'est un nom que vous ne connaissez pas, mais vous le connaissez lorsque vous êtes passager, lorsque vous recevez un créneau de décollage, c'est ça. Et on va retarder l'avion pour éviter qu'il rentre dans un secteur congestionné à une heure donnée. Donc en fait tout ça c'est lié, que ce soit la régulation, moi je crois plus à des mesures de structuration du trafic. Par exemple, un truc tout simple, on le conçoit bien. Si tous les avions volaient parallèlement, il n'y a aucun problème. Bon, évidemment, ils ne vont pas tous au même endroit. C'est un peu la difficulté, il y a des croisements à gérer. Mais la structuration est source de capacité. Donc je vois plus l'absorption de la demande dans cette direction que dans la voie de l'automatisation qui continue à être étudiée, mais en échec depuis... moi j'étais étudiant ici, on en parlait déjà pas mal. Hein, donc ça fait plus de pas mal d'années. Voilà. Merci. Alors, du coup, je vais parler d'un domaine qui m'est cher, puis qui est vraiment d'actualité, avec Frédéric Barbaresco. Alors, une question un peu longue, mais bon, je pense que voilà. Donc Thales a récemment développé la plateforme Écosystème, qui combine une architecture moderne de type Big Data, donc c'est le domaine qui m'est cher en tant que statisticien, donc Big Data Analytics, avec une plateforme de technologie web pour optimiser l'utilisation de l'espace aérien et les ressources de l'aéroport. Alors du coup, ma question, c'est comment cette approche Big Data Analytics d'écosystème permet aux ANSP, alors les ANSP donc, sont les prestataires de services de la navigation aérienne, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'aéroports de mieux planifier, surveiller, gérer et évaluer les opérations aériennes pour offrir
un meilleur service aux utilisateurs de l'espace aérien, améliorer l'efficacité du vol et rendre plus prévisible l'évolution des capacités. Ouf. Non, effectivement, donc le mot à la mode c'est Big Data. En français c'est traitement massif des données. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de ce qu'on appelle process and forget. Donc on traite les données puis on les jette. Et il se trouve qu'il y a plein d'informations dans ces données-là. Si on sait les utiliser de façon intensive en termes d'analyse statistique, mais la problématique c'est que ça génère très vite beaucoup de données. Je prends un radar, j'enregistre que les détections et les pistes, j'ai du 50 kilooctets seconde, au bout d'un an j'ai 1,5 téraoctets. Donc la première difficulté qu'il y avait à résoudre, c'est de créer ces architectures qui permettent à la fois de traiter les données en ligne, donc faire du streaming, et puis de préparer des traitements en batch. Donc là, il existe des architectures appelées lambda architecture qui permettent d'être adaptées au traitement massif des données. Et puis également, très vite, on va être confronté à une masse énorme de données. Donc il faut aussi, on développe actuellement des architectures de type cloud. Qui permettent aussi de réfléchir avec les utilisateurs de ces données à faciliter leurs accès. Donc c'est pas simplement des traitements, mais aussi visualiser les données. Donc déjà pour essayer de comprendre les corrélations cachées qu'il y a à travers ces données. Mais il y a quand même une connaissance métier, donc c'est pas simplement d'analyse statistique de données, il faut avoir différents experts qui comprennent un petit peu les contraintes qu'il y a entre ces différents types de données. Donc on retrouve des outils qui étaient anciens. On parle beaucoup de deep learning, mais ce qui recouvre les technologies de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, il y a déjà eu des réseaux de neurones dans les années 80-90 qui ont été développés. Thales avait développé à l'époque un outil qui s'appelait Neuroclass. On avait développé l'ensemble des systèmes à base de réseaux de neurones et d'autres types de classification. Donc ce qui a changé, c'est plutôt les puissances de calcul, comme il a été dit précédemment, et puis aussi la masse de données. Quand je fais de l'apprentissage avec des pétaoctets de données par rapport à 500 kilooctets de données, effectivement, je vais avoir des résultats différents. Donc c'est cet aspect massif et puis puissance de calcul qui permet de remettre au goût du jour ces algorithmes-là. Mais il faut aussi noter qu'il y a quand même des améliorations. En particulier, la France est bien positionnée dans ces technologies. C'est pas par hasard que des compagnies comme Facebook, Google montent des laboratoires de recherche en France sur ces technologies-là. Donc je dirais il y a deux grands, je dirais la France et le Canada aussi, qui a créé un cluster de laboratoires qui s'appelle IVADO, justement sur ces aspects traitement de données. On rajoute actuellement aussi une couche intelligence artificielle qui ne se réduit pas à l'analyse de données massives. Donc effectivement, les algorithmes de réseau de neurones sont assez efficaces et rentrent dans les notions d'intelligence artificielle, mais ça va au-delà. Donc dans l'intelligence artificielle, on met aussi les algorithmes d'optimisation, on met aussi les outils d'aide à la décision, et puis souvent, il faut que l'homme reste dans la boucle. Donc c'est pas simplement un système complètement automatique, mais plutôt une aide à la décision pour les opérateurs. Alors que faire de ces données c'est aussi à construire avec les clients et les besoins des clients et trouver justement un modèle économique pour traiter ces données-là. Je vais vous donner un exemple simple sur lequel je travaille, assez illustratif. Donc je travaille actuellement sur une étude européenne qui s'appelle Future Sky, sur les aspects safety, et on s'intéresse au risque de sortie de piste, runway excursion,
Et donc on a enregistré pendant plusieurs mois l'ensemble des atterrissages à l'aéroport Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui conditionne la distance de freinage d'un avion? Eh bien, il y a plein de paramètres. La vitesse du vent, par exemple, qui va conditionner sa vitesse d'approche, mais également son poids, sa catégorie, le réglage de l'autobreak du pilote, le contaminant piste. Donc on a aussi enregistré des données météo avec un lidar pour le vent de la PME Léosphère, mais aussi le radar Bandix de Météo France, les informations de vent des anémomètres fournis également par Météo France, et on a commencé à regarder justement les corrélations entre ces distances de freinage, ces temps d'occupation de piste et les bretelles de sortie qui étaient sélectionnées par les pilotes. Donc là aussi on a des inconnus, on ne sait pas quel était l'exit taxiway de sortie visé par le pilote. Il peut aussi rater sa bretelle de sortie et rester plus longuement sur la piste. Donc on commence à avoir des résultats d'analyse statistique. On commence à pouvoir prédire des choses. Donc il y a l'aspect prédictif aussi, pas simplement analyse. Un point important qui rejoint le point que j'ai développé par ailleurs, qui était le temps d'occupation de piste, et on souhaite pour les futurs systèmes dans César pouvoir avoir une prédiction du ROT, donc du temps d'occupation de piste, au moins 30 minutes à l'avance, ce qui suppose effectivement de pouvoir prédire par exemple le contaminant piste sur l'aéroport. Donc il y a à la fois l'aspect safety, où là on va beaucoup travailler sur la statistique et l'analyse statistique des données, et en particulier sur les cas extrêmes, ce qui fait appel à, par exemple, ce qu'on appelle la théorie des valeurs extrêmes. Finalement, dans ces données-là, souvent, il y a 99% des données qui ne nous intéressent pas. Donc il y a le problème du small data analytic est aussi difficile que le big data analytic, et lorsqu'on regarde les cas extrêmes, pour les sorties de piste, par exemple, on a très peu de cas en Europe. Alors c'est un incident qui n'est pas rare justement en Europe, mais l'enregistrement des conditions qui ont fait qu'on avait une sortie de piste fait qu'on a une base de données assez restreinte. Et donc il y a des outils mathématiques qui ont été développés en particulier à l'université Pierre et Marie Curie avec le professeur De Vels sur les statistiques de valeurs extrêmes qui peuvent être utilisées par exemple dans ce contexte pour mieux modéliser les queues de distribution des densités de probabilité, parce que finalement le comportement moyen de la statistique nous intéresse peu et comporte peu d'informations par rapport à ce qu'on veut en faire. Donc il y a vraiment des enjeux et des problèmes ouverts au niveau statistique et probabilité et mathématiques qui permettent aussi de valider des nouveaux modèles, parce qu'on a beaucoup de données pour le faire, et donc ça permet d'essayer de corréler les modèles avec l'expérience. Okay, merci. Un domaine que j'apprécie énormément, effectivement. Big Data, c'est exactement le domaine sur lequel je travaille. Bref, donc il faudra qu'on en discute probablement après, parce que j'ai tellement de questions qu'on risque de déborder. Donc, quasiment sans aucune transition, Estelle, j'ai une dernière question. Donc les ANSP dont on a parlé tout à l'heure, qui sont ceux qui s'occupent des aéroports, sont des acteurs primordiaux dans le système de transport aérien, dans notre système de transport aérien. Alors, est-ce qu'on a une idée de quel peut être leur futur rôle, puisqu'on parle de transport aérien de demain, voilà, comment ça va se passer demain pour ces ANSP? Alors, d'un point de vue technique, bien évidemment, ça sort de ma compétence. Donc moi, je vais répondre juste d'un point de vue économique. Est-ce qu'on peut effectivement essayer de réfléchir à ce que pourrait être le rôle d'une ANSP en dehors de son rôle primordial d'assurer la sécurité du trafic, bien évidemment. D'ailleurs, quand on forme des pays émergents et dont le trafic est en croissance, c'est la première chose
que l'on met en avant, c'est la sécurité et le trafic aérien. Donc c'est vraiment des questions qui sont secondaires et qui sont dans un futur, une fois que le trafic est bien établi. Ça rejoint en fait aussi des questions qui sont récurrentes concernant la privatisation ou non de la gestion du trafic aérien. Je parle pas assez fort. D'accord. Dans certains cas de figure, effectivement, le contrôle, il est soit service public, comme c'est le cas en France, soit assuré par des entreprises privées qui ont une délégation de service public, soit carrément privé. On a tous les cas de figure en Europe et c'est vrai que ça pose des questions par rapport à l'organisation. Est-ce qu'il y a une meilleure façon d'organiser ou de réguler le trafic ? Bien évidemment, les objectifs, les normes de sécurité qui sont demandées permettent au moins d'assurer un minimum de qualité de service, mais on ne sait pas si on n'a pas de réponse a priori par rapport à un modèle de gestion, d'organisation meilleur par rapport à un autre. Du coup, le point que je peux apporter là par rapport à cette réflexion concernerait plutôt la manière dont est régulé le trafic par rapport aux conflits, aux situations de conflit auxquelles sont confrontés les contrôleurs aériens. Il se peut très bien que par rapport à des situations de conflit, le contrôleur aérien choisisse une solution parmi plusieurs solutions qui s'offrent à lui pour contrôler, pour réguler le trafic, et il en choisit une. Jusqu'à présent, cette solution qu'il choisit, elle est absolument pas... on ne sait pas comment il l'a choisie. Il l'a choisie parce que c'est sa préférée à lui. Mais on pourrait très bien envisager que si dans l'espace des solutions, il y a des solutions qui sont plus favorables à l'environnement, par exemple. Par exemple, on va accepter de réguler plutôt un avion qui est plus petit, qui va consommer moins ou qui va avoir moins d'impact sur l'environnement qu'un gros avion. On va plutôt préférer réguler le petit que le gros. Et de proche en proche, quand on réfléchit de cette façon-là, on va pouvoir se poser beaucoup de questions par rapport à ah oui, mais moi, si je suis une compagnie aérienne qui a des connexions, parce qu'avec la régulation du trafic, va le retard. Ce retard, les compagnies aériennes qui sont organisées en réseau, d'où par exemple l'utilisation de la théorie des graphes, là, pour représenter un réseau et mesurer l'impact sur ce réseau d'un retard sur une route donnée. Eh bien, si je suis une compagnie qui a des connexions, j'ai pas envie d'être régulée. Donc, je pourrais éventuellement payer un service à la NSP pour pouvoir éviter d'être régulée. Ça me permettrait par exemple d'assurer une image meilleure auprès de mes passagers. Ça me permettrait d'assurer ma connexion et donc en termes de coût, de produire du transport aérien moins cher, comme je l'avais optimisé initialement, donc comme je l'avais prévu. Et ça peut être aussi une volonté de ma part d'afficher, vouloir émettre moins de CO2, donc d'accepter éventuellement de payer plus cher pour pouvoir émettre moins de CO2, puisque si je ne suis pas retardée, j'émets moins de CO2. En contrepartie, il pourrait très bien, parce que vous allez me dire, oui mais tout le monde va vouloir ça. Mais pas nécessairement, puisqu'il y a dans le trafic que les contrôleurs aériens gèrent, il y a des compagnies aériennes qui ne sont pas organisées en réseau. Par exemple les compagnies low cost, qui pourraient accepter éventuellement d'être subventionnées ou payer un prix un petit peu moins cher pour ce service de contrôle, pour accepter d'être régulées systématiquement quand ils sont en présence ou qui font partie d'un conflit. Donc voilà par exemple le genre de réflexion qu'on va pouvoir mener en économie. Tout l'enjeu va être de modéliser quel type de contrat on pourrait conclure et comment écrire ces contrats entre les ANSP et les compagnies aériennes. Donc définir des prix pour ces services de contrôle qui soient associés au service de contrôle initial minimum de safety, donc user charge en fait. Et ça, bien évidemment, il va falloir qu'on entre une fonction objective, qu'on définisse une fonction objective, qu'on définisse des contraintes correctement, qu'on définisse aussi des paramètres exogènes qui vont influencer ces solutions. Et donc toute la batterie habituelle, j'allais dire, pour nous c'est notre lot quotidien on modélise, on simule, on fait des études de cas, on regarde des données réelles et on essaye de reboucler avec le modèle initial. Voilà.